Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce 31e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Ce soir, nous recevons Alexis Lanvin pour la grille de programme des Sentiers du Réel jusqu'à la fin de l'année, voire même un petit peu plus. Olivier Burette pour son émission historique sur Akasha Web Radio TV. Et puis, nous aurons aussi tous nos chroniqueurs préférés ou presque. Donc, Valério qui va revenir faire une chronique sur une revue. Ce soir, Hervé ne sera pas là parce qu'il est en train de tourner, de faire les préparatifs de son film documentaire dont il nous a parlé la semaine dernière. Et puis, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Pascal Fechner pour une nouvelle rubrique littéraire. Et bien sûr, comme chaque semaine, nous commençons le numéro de Miasme avec Silvano Trotta. Salut Silvano, comment vas-tu? Salut Antoine, ça va. Bon, ben écoute, ma sempiternelle maintenant question hebdomadaire, quoi de neuf sur UAT? Hop. Semaine de dingue. La semaine dernière, tu te rappelles, on avait fêté les 11 millième abonnés UAT. Et à partir de samedi, on a commencé à avoir des rafales et des rafales de demandes d'entrée sur le groupe. Bon, déjà, nous, tu sais qu'on sélectionne quand on veut rentrer sur le groupe. On regarde bien les profils, si c'est des profils vivants, si c'est pas des faux profils. Et force est de constater que c'est beaucoup de profils Facebook depuis 2008, 2009, et puis très vivant, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? On accepte. Certains n'ont pas été acceptés parce que, bon, quand sur des profils tu cliques et qu'il n'y a que des Harley Davidson, des têtes de mort et compagnie, bon, c'est un peu limite. Et ça a été samedi, dimanche, lundi, mardi. D'ailleurs, je t'ai envoyé des copies d'écran, hein, Antoine. Ça a été l'explosion, quoi. Le summum a été la journée de mercredi où tu quittais le groupe pendant 1 heure, tu revenais et puis là, poum, 48 demandes d'adhésion au groupe. Bon, à partir de là, on s'est dit, il y a un truc qui cloche, quoi, ça peut pas. On veut bien être le moteur de l'ufologie française, mais il y a quelque chose qui va pas. Et puis, sont commencés à apparaître sur le groupe pas mal de... Alors, pas de publication, hein, mais des questions. Alors voilà, c'était des questions sur 10, 15 lignes de gens qui racontaient soit un témoignage, soit des questionnements par rapport à ce qu'ils avaient lu sur le groupe. Et puis, moi, je me rendais compte que les gens qui postaient le plus, c'était quand même des gens qui étaient très récents. Et je trouvais qu'ils avaient quand même une dialectique assez avancée en ufologie. On était très étonnés. J'ai même un de mes amis à un moment qui me dit tu as témoigné là-dessus, mais d'où vient cette terminologie que tu possèdes, quoi. Donc à un moment, comme c'était pas plus possible, parce qu'on était monté, tiens-toi bien Antoine, à la journée de jeudi, à 1400 nouveaux adhérents sur UAT. 1400 en l'espace de quelques jours. Donc là, on s'est dit, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, on a fait notre petite enquête. Et on a trouvé que beaucoup d'adhérents faisaient partie d'un groupe. Un groupe dont on n'avait jamais entendu parler, qui n'a aucun rapport avec l'ufologie. Un groupe des mèmes. Des mèmes. Je ne savais pas ce que c'était les mèmes. Donc les mèmes, c'est une nouvelle terminologie chez les étudiants. Donc des gens assez évolués, hein, qui font des études, qui font des bêtises. Alors c'est quoi l'objet? Ils prennent, je sais pas moi, des photos, ils les trifouillent, ils en font des mèmes. Ils prennent des articles un peu à droite à gauche, et puis ils en font des mèmes, et puis ils se moquent. Bon. Et donc quand on a commencé à comptabiliser le nombre de personnes qui étaient rentrées sur UAT, on est vite monté à plus de 400 membres. Donc à partir de là, on a pris la décision de tous les exclure, parce qu'on ne savait pas trop bien où ils voulaient en venir. Et j'ai commencé à parler avec les admins de ce groupe bizarre, jusqu'à arriver qu'ils m'admettent dans leur groupe, où j'ai pu voir ce que c'était ces mêmes. J'ai jamais vu une connerie pareille. Donc évidemment, comme je les avais tous jetés, les 400 membres jetés, ça râlait dans le groupe.
Donc j'ai compris pourquoi. J'y suis allé, j'ai posté, j'ai dit bah voilà, je suis le centre de toute votre attention, mais si vous vous intéressez à l'ufologie, plutôt que de vous moquer, parce que alors, le but du jeu c'était ils allaient chez Alien, sur ufologie et Alien Theory, ils prenaient des témoignages de personnes, ils faisaient des screenshots, ils les ramenaient sur leur groupe, et puis là, ils se moquaient allègrement, mais alors je te dis pas. Donc j'ai publié quelque chose sur leur groupe en leur disant bah je suis là. Vous voulez vous moquer de l'ufologie, profitez-en. J'ai réponse à vos questions. Et puis, je leur ai conseillé de regarder une petite vidéo d'1h30. Alors, j'avais choisi le Disclosure Project aux États-Unis en 2013, où des scientifiques, des politiciens, des militaires ont témoigné pour la divulgation, quoi, avec des gens très importants comme Stanton Friedman, que tout le monde connaît, un physicien nucléaire célèbre. Tu parles. Alors, au bout d'une heure, j'avais 235 commentaires, quoi. Mais que des conneries sur conneries. Que des gens qui me disaient bon, attends, on va pas regarder ta vidéo d'1h30, on a autre chose à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est se foutre de la gueule des gens et rien d'autre, quoi. Alors, c'est vrai que le groupe, il n'y a que du foutage de gueule. Mais ce qui est assez dingue, c'est que c'est des étudiants, quoi. C'est-à-dire que c'est un niveau assez élevé. On a quand même des Supélec, on a des X-Mines, des ponts, des Polytechniques. Alors, je sais pas si c'est des faux profils. Enfin, pas des faux profils, ils mettent ça pour se faire plaisir. J'ai pas l'impression parce que, tu sais, j'ai vu l'origine, c'est-à-dire qu'ils ont chopé ufologie et Alien Theory, puis il y en a un qui a dit, oh purée, regarde, c'est génial, on va se fendre la gueule avec cela. Et donc, ils viennent témoigner, mais ils mettent quand même des choses assez évoluées, hein. Ils viennent pas en disant, coucou, j'ai vu un alien dans mon jardin, qu'est-ce que t'en penses, quoi. Et puis, j'ai vu toute leur tactique, c'est-à-dire que ils disent, bah voilà, je suis rentré dans le groupe, j'ai fait copain-copain, je dialogue. C'est vraiment un truc très construit. Et leur but, c'est que de faire ça, c'est-à-dire dans tous les groupes. Dans tous les groupes, ils font ça, ils attaquent des groupes, ils se prennent. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un sport, on se chope un groupe, on infiltre le groupe, ouais. et on le troll, on le détruit, après on passe à un autre, qu'importe le sujet, c'est l'objectif. C'est ça. Et puis donner des instructions en disant ah ben voilà les gars, j'ai mis un sujet, venez m'aider, venez témoigner vous aussi dans le même sens. Donc on a passé une semaine de fou parce que déjà on avait déjà du boulot avec plus de 1400 entrées, donc de dingue à contrôler. Mais en plus, c'était un boulot de dingue parce qu'ils nous ont donné un boulot de dingue parce qu'ils publiaient eux-mêmes, témoignaient eux-mêmes. Et puis tout ça, assez bien foutu, quoi. Juste pour se foutre de la gueule de l'ufologie. Par contre, le fond ne les intéresse pas du tout, quoi. C'est-à-dire que personne n'a vu ma vidéo d'1h30, tout le monde s'en fout. Bon, il y en a bien 2-3 qui m'ont dit on prendra le temps de la regarder. Mais c'est juste se foutre de la gueule du monde, quoi, avec des arguments à 3 balles 6 sous. Comment tu peux croire à l'ufologie? Mais enfin, c'est triste d'avoir ce type de jeunesse-là. C'est quand même un groupe de 5500 membres. Et je te dis pas, quand j'ai vu que moi j'ai posté, j'avais 235 commentaires en l'espace de peu de temps, je me suis dit, c'est de la folie, quoi. Ils sont tous là. Alors en plus, c'est des gens qui sont doués, hein, parce qu'ils arrivent à faire des photomontages à la vitesse du vent. Moi, on m'a fait un photomontage avec ma photo. Il y en a 10 dans le groupe, c'est hallucinant, quoi. C'est juste débile. Bon, mais malgré tout, une fois qu'on a nettoyé tous ces trolls, enfin trolls, on peut les appeler trolls, rigolos. Tous les mêmes. Voilà, tous les mêmes. On a quand même fait 1000 nouvelles entrées en une semaine. On n'arrive même pas à comprendre pourquoi, quoi. Donc voilà, on a 12 000. Bon, il reste certainement encore une petite dizaine de mèmes à aller chercher à droite à gauche, les éradiquer. Mais enfin, voilà, c'était la notice de la semaine. En tout cas, voilà, ce qu'on retient, c'est que si vous avez des groupes sur Facebook et si vous voyez comme ça arriver en masse des gens, voilà, c'est bien de vérifier d'où ça vient et puis de connaître ce nouveau sport sur Facebook qui est d'infiltrer, de troller les groupes pour s'amuser. Voilà. Donc là, ils vont s'attaquer à un groupe sur l'ésotérisme. Donc, je vais prévenir l'admin du groupe qui vont s'attaquer à eux. Il va être tout content de voir arriver une centaine de nouveaux membres en très peu de temps. Là. Il va se dire yes. Hein. Bon, sinon, dans l'ufologie cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
Dans l'ufologie, une petite exclue sur UAT, une indiscrétion du responsable du programme Voyager. Tu te souviens, Antoine, de ces fameuses sondes qui ont été envoyées dans les années 60, alors de 16, je crois, pour Voyager 1, 77 pour Voyager 2, enfin, je suis plus sûr du Voyager. Oui, on n'était pas nés, quoi. Et donc, il y a le responsable de ce programme, qui s'appelle Kevin Baines, a lâché une grosse confidence. Il a dit qu'une anomalie a commencé, évidemment, sans qu'on nous le dise à l'époque, sur le Voyager 2 en avril 2010. Donc, quand même 6 ans que le secret est gardé. La sonde, se trouvant alors à 15 milliards de kilomètres de la Terre, a commencé à envoyer des données, figure-toi, dans un langage qu'aucun expert ne réussissait à comprendre. Cela ne peut arriver que si quelque chose a changé le système de communication de la sonde. Voyager 2 embarque avec elle le célèbre disque d'or, qui a été réalisé en compagnie de Carl Sagan, qui contient des informations capitales sur notre espèce et celle de notre Terre. Plus environ 115 images, un grand nombre de sons naturels, notre planète, sont des baleines, sont des dauphins, les sons des animaux, les sons de la tempête, et une sélection musicale, je ne sais plus ce qu'ils ont mis, et puis le bonjour des terriens en 55 langues, et 2 messages, dont un de Jimmy Carter. L'autre était de mémoire de Kurt Waldheim, qui était à l'époque le président du Conseil de l'ONU. Et ce système de communication est binaire, donc très facile à comprendre. Et le signal mettait en 2010 17 heures pour parvenir sur la Terre. Et le mystère n'est toujours pas résolu. Ils ne savent toujours pas pourquoi cette sonde a changé de programmation. Tu vois ? Et puis on n'en avait pas entendu parler jusqu'à maintenant. Et on n'en a jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2015 aussi, des scientifiques indiens avaient découvert un trou, mais là on en avait parlé, qui s'était fait dans la magnétosphère et qui avait duré quand même quelques heures et qui avait inquiété un petit peu toute la planète scientifique. Magnétosphère qui, je le rappelle, nous protège, parce que sans elle, nous subissons directement les rayonnements solaires. Donc ça a été une énorme alerte au niveau mondial. Et là, il y a une équipe de géologues danois et suisses qui ont suggéré que les ondes de compression du noyau interne de la Terre, affectant les pôles magnétiques, ont changé leur position. À partir de là, des hypothèses variées sont étudiées. Mais la plupart se concentrent bien évidemment sur ce qui pourrait perturber le noyau en fusion qui crée ce champ magnétique. Bon, alors seulement voilà, pour ça, il faut croire à un noyau en fusion. Alors, une fusion telle que eux l'imaginent, c'est-à-dire une fusion chaude, quoi. C'est-à-dire que c'est une boule qui était chaude du fait de la formation de la Terre et qui reste comme ça ad vita aeternam, chaude au sein de la Terre. Mais évidemment, jamais personne n'a pensé qu'il pourrait s'agir aussi d'une fusion thermonucléaire telle que celle produite par le Soleil. Et donc, si justement il se trompait, si notre Terre et notre Soleil étaient beaucoup plus liés que tous ces scientifiques le pensent, et si ce phénomène d'inversion des pôles, qui semble être cyclique, était lui aussi en corrélation avec quelque chose de cyclique dont on entend beaucoup parler et qui s'appelle Nibiru. Voilà. Et puis après, un noyau avec une fusion thermonucléaire comme dans le Soleil, ça pourrait rappeler quelques anecdotes sur la Terre creuse et ce fameux Soleil interne dont quelques-uns parlent, mon cher Antoine. Tout à fait. Donc là, affaire à suivre, c'est ça ? Et toujours affaire à suivre. Ensuite, il y a aussi une info assez rigolote. Alors que certains pitres se moquent de l'ufologie, mais ça c'était encore avant les mêmes, cet article-là, en pensant tout savoir, sans se rendre compte que tout au long de l'histoire de l'humanité, les hommes de science contemporains ne savaient rien. Mais l'homme, hélas, a du mal à apprendre de ses erreurs et pense toujours tout savoir à l'instant T.
Saviez-vous, par exemple, que 96% de la masse de notre univers nous est inconnue? On ne parle pas de 1 ou 2%, on ne sait pas ce que c'est. On parle de 96% dont on ne sait pas ce que c'est. Donc déjà, il faudrait rester humble quand on commence à parler avec des chiffres qu'on ne sait pas ce que c'est 96% de la masse de l'univers. Et donc, évidemment, comment pense-t-il les combler? Mais en cherchant depuis des années une hypothétique particule très très légère qui pourrait combler ce vide. Ils lui ont même déjà trouvé un nom, action. Elle n'est pas belle la vie. Inutile de vous dire que la probabilité qu'il fasse bonne route est nulle. Nous, au moins sur UAT, on sait que notre univers n'est pas composé uniquement de notre simple 3D que l'on voit. De temps en temps, nos amis astrophysiciens devraient venir s'inscrire sur des groupes UFO, chercher un peu d'inspiration qu'ils n'ont pas toujours. Ouais, mais ça, ce serait pas mal. Ça ferait peut-être avancer le SMIC. Mais je croyais que l'univers était composé de matière noire. J'ai dû louper un épisode. Alors, soit ils appellent matière noire, mais ils l'appellent matière noire parce qu'ils savent justement pas ce que c'est, tu vois. Donc, ils l'ont appelé matière noire au départ, en disant, on ne sait pas ce que c'est, mais là, cette matière noire représente 96%. Tu vois. Et donc, maintenant, c'est l'action. Très bien. Maintenant, ils disent, on va se trouver une particule qui s'appelle action. Sinon, l'actualité, c'était aussi notre ami Marc Gray qui a publié une fabuleuse enquête qu'il a mis 3-4 jours à faire sur la méthode d'hypnose QHHT, fameuse méthode mise au point par la célébrissime Dolores Cannon. Et donc, Marc a rencontré 3 thérapeutes qui pratiquent cette méthode. Et c'était très intéressant parce que, déjà, il faut laisser cette méthode, elle guérit certaines pathologies, y compris graves. Par contre, et là on dit bravo, par contre, concernant notre sujet favori, on comprend pourquoi Dolores s'est fait berner. Je vous rappelle qu'il y avait une vidéo de Calogero Grifasi qui s'était mis en relation en subtil avec Dolores Cannon, qui a avoué s'être fait berner par nos charmants petits Ziti. Or, ces thérapeutes se font berner par les entités qui les manipulent de A à Z. Elles ne vérifient jamais si on a affaire à de vrais ou faux guides, ne connaissent pas les implants éthériques. C'est assez dingue à écouter. Mais comme cette méthode se développe en France, vaut mieux qu'on vous prévienne. C'est bien pour se faire soigner, mais pour les implants éthériques, c'est la seule méthode, c'est l'hypnose régressive, telle que faite par Calogero Grifasi, Rachel Fortin, et les autres membres de notre groupe, et certainement pas la méthode de Dolores Cannon. Un autre avertissement, des hypnothérapeutes, c'est des gens normaux qui appliquent une méthode qui est très bien définie par le scientifique Corrado Malanga. Donc, méfiez-vous des médiums qui font de l'hypnose régressive, parce qu'un médium a un canal direct avec vous. Et je vous rappelle le sujet de la semaine dernière, où on avait justement vu avec Calogero que l'hypnose n'est pas si anodine que ça. Effectivement. Une dernière petite info? Moi, oui. Des chercheurs du Kavli Institute for Theoretical Physics en Californie viennent de publier une étude assez incroyable. Ils ont découvert, tiens-toi bien Antoine, de fortes similitudes entre les structures des étoiles à neutrons et les structures cellulaires. Microcosme et macrocosme se touchent. Tant et si bien que, en regardant dans une cellule sous le microscope électronique, on peut voir des structures similaires à celles qui caractérisent à beaucoup plus grande échelle les étoiles à neutrons. En particulier, de découvrir des similitudes entre le réticulum endoplasmique, l'un des organites dans la cellule autour du noyau, qui lui est impliqué dans la synthèse et le tri des protéines, et des structures identifiées au moyen de simulations sur ordinateur dans les étoiles à neutrons. Il s'agit en effet de feuilles empilées, reliées entre elles par de sortes d'escaliers hélicoïdales. Les connexions sont profondes, dit Greg Huber, biophysicien du KITP, l'un des signataires de l'étude. Nous avons par exemple observé des structures tubulaires et des feuillets disposés parallèlement, reliés par des modifications topologiques.
Les auteurs disent qu'ils sont surpris de constater que malgré les différences dans les conditions physiques en jeu, telles que la température, la densité, la pression, les forces sur les terrains et les échelles de taille, la nature nous propose des structures similaires. Cela signifie qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Notre étude, conclut Charles Horowitz de l'Université d'Indiana, un autre des auteurs, suggère que l'énergie d'un système peut dépendre de sa forme d'une manière simple et universelle. Là, on va pouvoir faire l'analogie avec la structure des pyramides, parce que n'importe quelle pyramide produit de l'énergie. Et moi, ça me rappelle aussi les conférences de Greg Barden, qui dit que tout est unifié dans l'univers, de la plus petite cellule à l'astre le plus grand. Voilà, c'est encore un sujet passionnant qui a été traité sur UAT cette semaine. D'accord. Certaines mythologies chinoises, je crois, disent qu'en fait, on vivrait dans le rêve d'un dragon. Finalement, on est peut-être les cellules du cerveau du dragon. C'est vrai. C'est vrai. Ah, ça fait flipper tout ça. Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur le groupe Ufologie and Alien Theory. Et ben, on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles révélations sur ce petit monde de l'ufologie. Avec grand plaisir, Antoine. Voilà. Et j'en profite aussi pour redire à nos téléspectateurs que c'est la semaine prochaine aussi, week-end prochain, que devrait sortir l'interview que nous avons fait avec Sylvano et Rock Soccer. Voilà. Donc, grande interview, on n'a pas raté. À ne pas rater, ça met une grande claque. Voilà, on en reparlera bientôt. Et merci Sylvano. Et puis maintenant, on va accueillir directement Solène qui vient d'arriver, Alexis Lambin et Olivier Purette. Ciao, à la semaine prochaine. Bye bye, ciao. Eh bien, on va accueillir immédiatement Olivier Burette de Akasha Web Radio et TV. Bonsoir Olivier. Bonsoir Antoine, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors, comment vas-tu? C'est la première fois que tu interviens sur Miasme TV, mais pour le coup, t'es pas un inconnu, hein, parce que ça fait nous plusieurs mois qu'on te suit et qu'on diffuse tes émissions dès qu'elles passent sur Akasha. Toi, ton dada, c'est l'histoire, c'est ça? Alors tout à fait, parce que je suis en fait historien à la base, puisque je suis universitaire, j'enseigne entre autres à l'université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, l'histoire contemporaine. Et en fait, ma venue dans le monde de la web télé remonte à aux années 2008-2009, quand quelqu'un que tu dois connaître sans doute, Jean-Claude Carton, qui est disparu aujourd'hui, m'avait invité sur Radio Anguin pour faire quelques émissions d'histoire. Et après, on avait développé une émission pour laquelle j'ai fait 26 émissions qui s'appelait Histoire d'en parler, dans ce qu'il avait créé à l'époque, qui s'appelait Les Étoiles du Cœur. Donc c'était de la web télé, c'était des émissions d'histoire. Puis bon, après Jean-Claude, effectivement, a hélas disparu, et Nico Bizarre donc m'a proposé de monter une émission d'histoire dans sa chaîne Akasha Web Télévision. Pour la web télévision, effectivement, j'ai continué avec lui. On a fait une série de 9 émissions de juin 2015 à mai 2016, des émissions d'histoire thématiques, et on a lancé depuis la rentrée, là, depuis septembre, ce dont je pense que tu vas parler, qui est une émission basée sur cinéma et histoire. Et on a fait la première au mois de septembre dernier, sur le péplum comme genre. Péplum, ouais, tout à fait. À la prochaine, c'est le vendredi 25 novembre à 21h sur le Moyen-Âge. C'est ça, voilà. Donc à chaque fois, c'est une tranche historique, et on se fait plaisir en commentant un certain nombre de films. Donc moi, je fais une reprise évidemment historique sur la période. Donc pour l'Antiquité au mois de septembre, c'est ce qu'on avait fait en choisissant des grands péplums emblématiques du genre Ben-Hur, du genre Quo Vadis, enfin des choses comme ça, quoi. Et là, on va faire la même chose en novembre, là, comme tu l'as annoncé, sur le Moyen-Âge, en choisissant des films comme, je sais pas, Kingdom of Heaven de Ridley Scott, ou des grandes séries comme Thierry Lafronde, ou des choses comme ça, quoi. Et c'est une nouvelle thématique, en fait, qu'avec Nico, on a lancé. Ouais.
Oui, parce que pour le coup, effectivement, l'histoire et le cinéma, ça a toujours été j'allais dire une grande histoire d'amour. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, les séries, ils viennent de plus en plus. Là, en ce moment, moi, je suis en train de regarder la série qui s'appelle Reign, l'histoire d'une reine. Voilà, il y a les Médicis, il y a tout un tas de séries qui revient sur la série historique. C'est un effet de mode, tu penses, ou c'est quelque chose qui a toujours intéressé les gens? Je pense que l'histoire, à mon avis, a toujours été quelque chose de très attractif. Moi, je pense que c'est très populaire, très attractif. Et l'idée, d'ailleurs, c'était l'idée de ces émissions, même à l'époque où j'avais commencé à les faire avec Jean-Claude Carton, il y a presque une dizaine d'années. C'est justement de faire de l'histoire pour tous, ce qui ne veut pas dire ni la ridiculiser, ni la simplifier, mais la rendre au contraire agréable, sympathique, compréhensible pour le plus grand nombre. Et alors justement, le lien histoire et cinéma, c'est un peu ça, parce que, notamment dans le cadre de l'émission qu'on avait faite sur les péplums, justement, on pouvait faire un lien entre ce qu'était l'Antiquité romaine, par exemple, réellement, et puis les aspects parfois complètement fous, un peu délirants qu'on trouve dans certains péplums. C'est vraiment parfois c'est assez amusant de voir le décalage, par exemple. Donc oui, je pense que l'histoire, c'est quelque chose d'attractif, bien sûr. Alors toi, du coup, en tant qu'universitaire, tu te positionnes comment par rapport à l'histoire? Est-ce que tu restes on va dire, dans les créneaux bien classiques de l'histoire? Évidemment que c'était très différent d'un cours. Dans un cours, il y a... évidemment, moi, j'essaie de les rendre attractifs, mais ça, après, c'est une histoire d'images, de choses qu'on peut projeter, pédagogique. Mais ce que je voulais dire, c'est que les émissions de web télé, pour moi, c'est pas des cours, en fait, c'est autre chose. C'est vraiment donner une image, de transmettre quelque chose. Et effectivement, je suis plus amené à donner ma propre lecture d'un certain nombre d'événements historiques, oui, bien sûr. On est moins dans une forme de réserve qu'on a peut-être dans un cours, oui, bien sûr. C'est plus libre, c'est tout à fait clair pour moi. D'accord. Alors du coup, est-ce que tes élèves te regardent? Tu le sais ou pas? Je vais commencer à leur dire, donc oui, en tout cas, je leur ai donné, parce que je centralise tout sur une petite page que j'édite régulièrement, qui s'appelle olivierburette.org, voilà, tout simplement, qui est facile à trouver sur Google, et dedans je mets tous les trucs que je fais. Ils le savent, de certains, mais je ne fais pas spécialement de la pub, je préfère qu'ils aillent le trouver par eux-mêmes, et ça arrive en effet de temps en temps. D'accord. Il y en avait qui avaient été bloqués sur des sujets, je me souviens, l'année dernière ou les années d'avant, et je leur avais carrément envoyé des liens d'émissions, quoi. Et après tout, ça peut apporter un complément, parce que c'est moins spécialisé, mais c'est toujours la même idée. C'est un prolongement un peu de l'enseignement, quelque part. Même si c'est pas des cours, évidemment, c'est pas des MOOC. Je ne sais pas si vous connaissez tous, j'imagine, les MOOC. C'est ce fameux système d'enseignement vidéo, on n'est pas dans un truc comme ça, c'est plus des émissions grand public, ce qui ne veut pas dire que ça dévalorise le sujet, bien sûr que non. Il s'agit vraiment de le rendre accessible à tout le monde. Ça dépend des sujets. Et tes prochaines émissions, tu as déjà un petit programme à venir? On a fait avec Nico un programme, puisque c'est un programme historique thématique, Donc, celle d'octobre devait avoir lieu, mais malheureusement, en fait, Nico avait déménagé à ce moment-là, donc il y a eu plein de techniques, on l'a reporté. Donc, celle sur le Moyen-Âge est en novembre. Je pense qu'on en fera une en décembre, alors peut-être plus rapprochée, avant les vacances, je ne sais pas. Et celle-là sera sur la période suivante. Alors, on va faire la période classique, c'est-à-dire tous ces grands films, sur Louis XIV, si Versailles m'était compté, etc. Tout ça. Peut-être parce que j'avais abordé ça à un moment donné avec
avec Jean-Claude Carton dans une des émissions que j'avais faites. On s'était fait un truc sur Cagliostro, c'est la fameuse série. Alors ça se passe évidemment à l'époque, comment dire, moderne, puisque c'est à l'époque, je crois que c'est sous Louis XV. C'est l'histoire de Joseph Balsamo. C'était une série avec, comment s'appelait-il, avec Jean Marais. Hein. Donc j'ai fait un petit topo là-dessus. C'était assez sympa. Donc ça pourrait être dans une émission qui aura lieu vers décembre sur la période classique. Puis après, on fera la période contemporaine, donc 19e siècle, 20e siècle. Toujours pareil, cinéma et histoire. Après, on verra. Pour l'instant, on a fait un peu cette thématique-là jusqu'en décembre-janvier. Voilà. Pour l'instant. D'accord. De toute manière, on accueillera Nico Bizarre la semaine prochaine pour parler de toutes ces émissions sur Akasha. Donc, on reparlera forcément de ce que tu fais. D'accord. Okay. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir aussi de voir, Olivier, que... Mais alors, je sais pas, c'est peut-être une prétention de ma part, que tu es peut-être un fan de Star Wars, hein, quand on voit oui, toi, tes petites figurines. Ah oui, j'aime beaucoup ça, mais oui, parce que c'est... Mais oui, bien sûr, parce que ça, que ce soit Star Wars ou toutes les grandes sagas, genre Le Seigneur des Anneaux, etc., j'aime beaucoup. Ouais, donc c'est pas incompatible. J'aurais adoré. Non, mais moi j'aime bien de toute façon tout ce qu'on appelle le space opéra, quoi, ce genre-là, quoi. Et Star Wars, oui... Bon, je ne suis pas ni très vieux, ni tout jeune non plus, mais enfin, je suis fan depuis le début. Hein. Bon, j'étais un peu jeune en 77 quand est sorti le premier, je crois que 77 pour la Guerre des Étoiles. Et, franchement, oui, ça, je suis accro depuis le début. Puis j'ai bien aimé les deux séries, quoi. La première d'origine, hein, ensuite les trois autres, et puis j'avoue que j'ai adoré. Alors moi, je fais partie de ceux qui ont bien aimé le dernier, là, celui qui est sorti l'année dernière. Le numéro 7 ouais. Le numéro 7, et j'ai trouvé que c'était, alors pour les vieux fans, si je puis dire, un magnifique clin d'œil. Ça m'a vraiment plu. Quoi. Il y avait je suis entièrement d'accord avec toi. Émotion, j'ai trouvé là-dedans. Voilà. On va en parler davantage. Ça, y a pas de problème. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Vous auriez pas aimé avoir un prof d'histoire comme ça quand vous étiez dans les études? C'est quand même beaucoup plus intéressant que certains profs, en tout cas que moi j'ai eu. Moi, j'essaie que ce soit pas rébarbatif, quoi. Mais bon, après, mais je crois que de toute façon, quoi qu'on fasse, il faut aimer le faire, quoi. Et je pense que quand on est avec un auditoire, alors là, parce que moi j'ai tout fait, hein, j'ai fait à la fois des cours, des petits groupes le soir avec 15-20 étudiants, comme des amphis ou des grandes salles, quoi. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que même si le rapport est différent, parce qu'il y a quand il y a moins de monde, ou plus de monde, mais bon, quand on sent qu'on aime bien le faire, le public aime bien aussi. Voilà, c'est un peu le public. C'est ça, il faut avoir de la passion dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on transmet. Ouais. En tout cas, Olivier, on te remercie d'être passé nous voir. Voilà, merci de m'avoir invité, surtout. Hein, c'est très sympa. On a décidé ça rapidement, mais c'était toujours partant pour ce genre de choses, bien sûr, avec plaisir. Je suis ravi de vous connaître, voilà, tous. Voilà. Ok, en tout cas, voilà, si vous voulez retrouver Olivier Burette, c'est à peu près une fois par mois, donc sur Akasha Web Radio et TV. Et puis, si vous loupez le direct, vous pouvez bien sûr revoir ces émissions en podcast. Ok. Eh bien, Olivier, je te souhaite une très bonne soirée et puis à très bientôt. Bon, eh bien, Alexis, on en profite aussi pour t'accueillir, hein, parce que du coup, on a accueilli Olivier, mais on n'a pas eu le temps de te dire bonjour. Comment vas-tu ? C'est pas grave, ça va, oui, bonjour, salut. Et toi, comment tu vas ? Écoute, très très bien. Moi, ce que je te propose, c'est que avant d'attaquer le programme des Sentiers du Réel jusqu'à la fin de l'année, c'est qu'on attaque la grille d'émission 2 la semaine prochaine, et puis on s'arrêtera à un moment donné sur les Sentiers du Réel. Alors, on va commencer par Solène, par exemple. Solène, alors, lundi 14 novembre. Alors du coup, oui, ce sera le lundi 14 novembre à 20h30 sur Numéra TV, OVNI de 1947 à 2000, des grandes vagues avec Franck Morin, pour ceux qui connaissent. Ouais. Donc un petit récapitulatif historique sur ces vagues
OVNI. D'ailleurs, il y en a une belle en Belgique. Hein, je ne sais plus en quelle année c'était, Alexis. 89, 89. 90, 89. Et voilà. Mais bon. Il n'y a pas eu que des triangles, hein, je confirme. Non, Il n'y a pas eu que des triangles. Ouais. Bon, on verra s'il en parle. Ensuite, eh bien, c'est mardi, c'est ça, la suivante? Oui, mardi 15 novembre à 20h30, ce sera les fleurs de bac autonomie. Ce sera un cours, par contre, cette fois-ci. Le cours numéro 3 avec Florence Loto, toujours sur Mira TV. Je crois que c'est sa dernière série de cours. Oui, je crois qu'il y en avait 3 cours. C'est ça. Ensuite, ça se passe sur CTVM TV. Et c'est avec Claire Bouissou. Oui, mardi 15 novembre à 19h30, l'harmonisation globale, outil d'éveil spirituel. Moi, je ne connais pas cette intervenante, par contre. Ouais, moi non plus, c'est la première fois qu'on entend parler de Claire. Écoute, la prochaine fois, on essaiera de l'inviter pour qu'elle puisse nous dire ce qu'il en est. Ensuite, le mercredi 16, plein d'émissions, mercredi 16. Alors, par laquelle veux-tu commencer? Moi, je vais faire dans l'ordre. Moi, donc, ce sera le live sur BTLV, donc de 18h à 19h. C'est ça, on n'a pas encore le nom de l'invité. Non, il n'y a pas encore d'invitation supplémentaire. Au pire, connectez-vous sur le groupe Facebook BTLV et en général, ils donnent l'invité le jour même. Ensuite... oui, toujours mercredi sur BMTV à 19h30, le chant du rêve aux 1000 utilités avec Alexis Chanobo. Donc sur Planète et Écologie. Ah, le chanvre. C'est tout un programme. Pour ou contre la légalisation, tiens Alexis? Mais je suis pas forcément pour fumer le cannabis. Par contre, je suis pour à du 200% au niveau médical. Oui, bah moi je suis exactement mon avis aussi. Et au niveau médical, et en plus on peut faire des beaux tissus avec. Voilà. Eh bien, écoute, je pense que Alexis Chanobo, donc un copain à toi sûrement, va nous expliquer tout ça et nous dire que le chanvre, ça a une autre utilité effectivement que de le fumer. Voilà. Ensuite, ça se passe sur l'INRES avec Florence Hubert à la rencontre des guides. C'est le Beyond pour moi, il est là. Épisode 3. À 16h, c'est ça, sur l'INRES TV. Voilà. On passe au jeudi 17. Une vision de la méditation. Donc, c'est encore un cours. Cette fois-ci, c'est le premier avec Gilles Deleuze, pour ceux qui connaissent, sur Mira TV. Et on a aussi une émission sur CTVM. Rencontre multidimensionnelle avec la méthode Terre avec Jean-Luc Ousmane sur ufologie et secrets historiques. Ce sera à 21h. Oh, je crois qu'on a loupé une émission mercredi sur CTVM, Société et Culture. C'est sur la question du harcèlement scolaire par Nicolas Bouvier. Oui, tout à fait. Avec Nicolas Bouvier et Audrey Canso. Audrey Canso qui a reçu Nouna cette semaine. Alors, je ne connaissais pas, c'est une chanteuse vraiment super intéressante à regarder en podcast. On n'était pas nombreux au direct, mais vraiment, si vous avez le temps, regardez-la. C'est une chanteuse qui mérite le détour. Voilà. Alors, eh bien, on passe au vendredi. Et le vendredi, eh bien, c'est les Sentiers du Réel. Avec monsieur Alexis Lambin. Bah oui, bah c'est moi. On va peut-être te laisser en parler, Alexis. Qui c'est que tu reçois ce vendredi? Alors, c'est Marc Saint-Germain, hein, c'est le fameux directeur du MUFON Québec, qui est donc venu le mois passé, donc au mois d'octobre déjà, ça va tellement vite. Donc nous rendre une petite visite. Il a fait sa tournée en France, effectivement, bah, comme tu le sais, hein, comme vous le savez. Et il est passé en Belgique, effectivement, pour donner une conférence sur donc son fameux bouquin Les enfants de Sylvie P. C'est ça. Qui est donc un cas d'abduction qui s'est passé au Québec. Donc voilà, c'est une pauvre fille qui s'appelle Sylvie, qui s'est fait plusieurs fois abducter. Et donc voilà, il va nous en parler dans l'interview de façon très précise. Et surtout, il va aussi surtout révéler quelque chose à la fin de l'émission que je ne vous dirai pas.
Comment tu teases, Ah bah tiens, écoute, alors il va pas parler de quelque chose d'exceptionnel par rapport à Sylvie P. Non, il va parler du fameux cas de la place Bonaventure. Voilà, un élément de plus. Ok. Il n'a jamais dit avant. Ouais. Marc Saint-Germain qu'on avait reçu effectivement il y a 3-4 semaines Oui. D'ailleurs pour nous parler de son livre et de sa tournée. Ok. Alors pour le coup, tu n'as pas chômé. Hein, là, t'as préparé tout un tas d'émissions et Oui. même plus encore. Donc, Oui. Marc Saint-Germain, ok. Si vous allez dans les catégories Les Sentiers du Réel, là, vous allez retrouver toutes les émissions d'Alexis. Alors, pour le moment, on en a affiché que 2, mais il va nous donner tout son programme jusqu'à la fin de l'année. Peter Knight, le 25 novembre. Oui, Peter Knight qui va venir parler de l'énergie libre, hein, et voilà, avec toujours un petit morceau de code Adamski parce que c'est quelque chose qui maîtrise très très bien. Et puis il va aussi parler effectivement de l'évolution possible de l'humanité par rapport à justement l'énergie libre. Pourquoi c'est important, pourquoi est-ce qu'on ferait mieux d'utiliser ça plutôt que du pétrole et du nucléaire par exemple. Hein, voilà. D'accord. Est-ce qu'il va dire 2 mots sur l'évolution de son film? Tu sais qu'il doit adapter son livre Le secret des envahisseurs en film. Est-ce qu'il t'en a parlé? Non, mais je suis au courant, effectivement. Mais il n'en a pas parlé. Ok, écoute, ce sera peut-être l'occasion de l'inviter pour qu'il nous dise tout ça. Ok, ensuite, le 2 décembre, alors, on a le cousin de Steve Austin, hein, c'est Jean-Paul. Alors Jean-Paul Austin, comme on le prononce vraiment, mais non, ce n'est pas le cousin de Steve Austin, Antoine, non. Bien joué, bien essayé. Jean-Paul Austin, c'est quelqu'un qu'en France on ne connaît pas forcément. C'est en Belgique, alors il a participé à une émission pour la jeunesse, entre autres. Il a tourné beaucoup auprès de Philippe Geluck aussi. Et donc animateur, comédien, théâtre. Tu me disais que tu le regardais quand tu étais tout petit à la télévision, c'est ça? Ouais, exactement, voilà, sur la RTBF, pour les gens du Nord en France, ils doivent connaître la RTBF, hein, donc la première chaîne belge francophone. Et donc voilà, en fait, il va parler donc du Mankind Project, entre autres. Donc c'est quelque chose qu'il a découvert, donc c'est une petite formation pour retrouver sa condition d'homme dans cette société. Donc Colombe Pollard était venu parler effectivement un peu de la condition de la femme actuelle, est-ce que elle est l'égale de l'homme, etc. On voit que c'est pas trop le cas en général. Et ici, il va expliquer qu'effectivement, il y a des hommes qui effectivement n'ont plus leur place, pourtant dans cette société en plein patriarcat. Et donc en fait, il va expliquer pourquoi il y a des hommes qui malgré tout, n'arrivent pas à retrouver, disons, à se recentrer et surtout à retrouver vraiment leur condition d'homme. Et qu'est-ce qu'un homme en fait? Sinon, en fait, l'égal de la femme réellement. Donc, ou une complémentarité en tout cas. Et voilà, il n'y en a pas un pour dire que l'autre est supérieur à l'autre. Et on devrait tous, disons, marcher dans la même direction, et c'est souvent pas le cas. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se veut anti-macho et comme dirait notre ami Marc Gray, anti-New Age. Alors d'ailleurs, la suite, le 9 décembre. Qui c'est que tu vas recevoir le 9 décembre? Alors, le 9 décembre, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est Chantal Verheyen, c'est une spécialiste en communication animale, énergéticienne aussi, donc ce sera bien parce qu'on va retrouver la rubrique animaux que j'avais un petit peu délaissée ces derniers mois. Et donc les animaux, c'est quand même quelque chose qui me passionne beaucoup. Et donc là, elle va vraiment parler de sa communication animale à elle, en fait, de sa vision des choses, de comment ça fonctionne, etc. Donc, est-ce que tout le monde peut être communicant animal, etc., animalier. C'est vraiment très intéressant. Voilà, donc ce sera pour Chantal Verheyen, ce sera le 9 décembre. Le 16, Alors, le 16 décembre, il y a quelqu'un que tu connais, que tu as déjà reçu, il s'appelle Rudy Jacquier. Il a fait un bouquin qui s'appelle Les Sources. Ça parle de Rennes-le-Château.
Et donc, effectivement, il va venir parler aussi de son livre. Voilà, exactement. Celui-ci, hein. Qu'Antoine montre à l'instant. Et avec une préface de Charlie Sanson. C'est ça. Et donc, effectivement, il va venir nous parler de tout ça. Il va, effectivement, il y a une petite mise à jour aussi par rapport à l'interview que tu as faite et les interviews qu'il a faites aussi, parce que forcément, il découvre chaque jour des choses. Voilà, il avance vraiment bien. C'est un gars que j'avais envie d'interviewer parce que, voilà, je trouvais que c'était bien que la jeunesse reprenne un peu le flambeau, disons, par rapport aux recherches sur RLC, comme disent les connaisseurs. Et il va aussi également nous dire quelque chose qu'il n'a jamais dit avant. Voilà, donc, tu vois, je tease à fond aujourd'hui. Écoute, Antoine, c'est tombé sur toi aujourd'hui, voilà. Écoute, je suis un peu au courant parce qu'effectivement, Rudy, je discute assez régulièrement avec lui. Et je crois même que, comme tu as déjà enregistré l'émission, il y aura de nouvelles infos qui seront à sortir. Oui. Il a encore découvert des choses. Et d'ailleurs, pour information, si vous avez loupé l'émission de Cyriliel, eh bien lui aussi est un passionné de Rennes-le-Château. Hein. On en avait parlé la semaine dernière. On se demandait, voilà, mais si en fait il fait plein d'émissions sur l'histoire mystérieuse. Dans sa chaîne, il était une fois le monde. Et donc avec Sangara, ils ont fait plusieurs documentaires sur Rennes-le-Château en partant d'un nouveau tableau de Poussin. Et vraiment, voilà, c'est très sympa. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder son documentaire. Et quel rapport avec Rudy? C'est qu'il est en rapport avec Rudy et ils vont peut-être s'associer pour mettre leurs découvertes en commun. On verra ce que ça donne, si ça va jusqu'au bout ou pas. En tout cas, c'est bien, comme tu l'as dit, qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait une nouvelle génération qui se mettent là-dedans, qui cherchent, voilà, et il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr. Même s'ils n'ont pas 20 ans de justification en recherche, il n'empêche que leur trouvaille ont le mérite d'exister et sont dignes d'intérêt. Oui, franchement, oui. Donc voilà, ce sera pour le 16. Et c'est aussi un petit clin d'œil par rapport à son bouquin. Ok. Encore le 16 et 7, 23, un dernier invité avant 2017. Oui, je peux même parler des deux derniers invités de l'année. Hein. Alors, c'est Thomas Bruno, qui est médium à Lille. En fait, il est... Voilà, donc je continue ma petite tournée par rapport aux médiums capables, comme je dis toujours dans les vidéos, parce que on est bien d'accord qu'il y a des médiums et puis il y a des médiums plutôt médiums, pour ne pas dire moyen. Et lui, voilà, il s'agit vraiment d'un médium capable. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très 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 gentil. Et voilà, c'est un ch'ti en plus, donc ça, voilà, ça, c'est une grande première. Non, il est vraiment super chouette, super efficace. Et j'avais vraiment envie de lui donner aussi cette possibilité de parler. Il est d'ailleurs à présent sur une radio ici à Tournai, peut-être que toi tu connais, Antoine, qui s'appelle Pacific FM. Oui. Voilà. Là, je fais une petite parenthèse, une petite pub pour Patrick Allard que j'avais reçu aussi sur les Templiers, notamment en 2015. David Mogiel qui était sur Pacific FM. C'est ça, exactement. Et donc voilà, il y est de temps en temps. Et donc Thomas va simplement venir nous parler donc de sa médiumnité, de comment ça fonctionne, etc., de sa vision des choses. Et avec des éléments vraiment concrets, des choses qui peuvent apporter toujours une réponse à l'un ou l'autre auditeur. Et alors en fin d'année, le 30, si je ne m'abuse, le vendredi 30 décembre, je recevrai également Jocelyne Soyer, qui donc vient du Nord aussi, donc de la France. Et t'aimes bien les gens du Nord, toi, qui sont des gens du Sud pour toi, mais... Alors, non, c'est pas une préférence, c'est parce que c'est beaucoup moins loin pour l'essence, déjà, pour commencer. Si je veux les avoir du moins en live, faut quand même pas oublier que je fais quand même encore une fois tout ça gratuitement. Et donc on fait avec les moyens du bord. C'est vrai que Skype c'est plus facile, mais si j'avais l'occasion, je me téléporterais, j'irais partout sur la planète. Et donc donc voilà, Jocelyne Soyer, elle va venir nous parler donc du deuil. Comment faire son deuil, comment ça se passe, est-ce qu'il y a
Est-ce que ça doit forcément prendre des années? Est-ce qu'il n'y a pas on va dire des méthodes, ou en tout cas pour un peu écourter tout ça, parce que c'est vrai que on le sait de toute façon tous, un deuil généralement, c'est toute sa vie, quoi. Mais il y a moyen de passer outre certains chagrins et certaines douleurs, voilà. Donc une très bonne intervenante aussi, et que j'avais envie de faire connaître, parce que voilà, elle n'est pas encore très 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 connue. Et comme tu le vois, donc je reçois effectivement sur la chaîne des gens et connus et pas connus, et comme ça permet. C'est très bien. Ça permet à tout le monde de parler. C'est très bien, parce que voilà, n'avoir que des têtes d'affiche, effectivement, oui, ça rapporte des vues, entre guillemets, sur YouTube, mais bon, l'objectif n'est pas là, hein. L'objectif c'est le message qui est derrière, c'est de faire aussi découvrir des nouvelles têtes. Exact. Et voilà. C'est très très bien, j'adore ta démarche. Mais c'est ce que tu fais aussi, Antoine, et c'est pour ça que... Ah ouais, j'adore ma démarche aussi. Ok. 2017, déjà des choses de prévues Oui, il y a déjà des interviews qui sont déjà en cours. Ça chôme pas, hein, sur les santé durée. Et en fait, j'ai vraiment envie de revenir à un rythme vraiment comme ça, hebdomadaire. Parce que je me rends compte qu'il y a quand même une demande, je me rends compte que les gens, que les auditeurs en tout cas, voilà. Bon, maintenant c'est pas ça. Si j'avais une grosse grippe et que je savais pas tuer un vendredi, bon, je crois que j'en ferais pas une maladie, mais... Ça fait combien de temps qu'existe ta chaîne? Écoute, le mois prochain, donc non, l'année prochaine, en 2017, au mois de mai, bon, on n'y est pas encore, mais ça fera 2 ans déjà. Donc on est à 1 an et demi en fait d'existence. C'est bien. Oui, c'est bien, ça va très vite. En fait, on vieillit beaucoup plus vite aussi, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est vraiment chronophage. Comme tu le sais, hein, les montages, tout ça. C'est vraiment chronophage, mais en même temps, il y a une richesse, vraiment, je suis riche de mon temps pour l'instant. Je rencontre plein de personnes, puis ma femme qui me supporte aussi énormément, qui me conduit à gauche à droite. Voilà, c'est mon taxi aussi, c'est mon chauffeur, c'est mon support principal, et sans elle, ça n'existerait pas. Bon, écoute, hommage à ton épouse. Oui, merci. Bon, mais Alexis, on te remercie d'être passé nous faire voilà cette projection jusqu'à la fin de l'année. C'est moi qui vous remercie. Et puis on te dit sûrement en 2017. Oui, de toute façon il y aura encore aussi quelques petites surprises d'ici fin décembre. Ça je vous en dis pas plus. Il y aura des petites vidéos surprises, voilà, à gauche à droite. Bien, écoute, n'oublie pas de nous envoyer les affiches, comme ça on peut le mettre dans le programme TV et Super. en parler un petit peu. Bien sûr. Ah si, j'avais quand même une question à te poser, Alexis. Ah, dis-moi. Ça n'a aucun rapport avec la Web TV, mais comme j'ai un représentant citoyen belge en face de moi, je voulais connaître votre avis sur ce qui vient de se passer aux élections américaines. Voilà. Parce que nous, on connaît pas mal la vie de nos concitoyens français, mais on ne sait pas un petit peu ce qui se passe dans la tête de nos voisins. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, l'élection de Trump? Moi, personnellement, je vais te dire mon avis très franco. L'un ou l'autre, pour moi, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff bourricot. Ouais, c'était le choix entre la peste et le choléra, on est d'accord. Voilà, exactement. Maintenant, je sais pas pourquoi j'ai eu. C'est très bien que tu me poses cette question. En fait, c'est marrant. Hier, pas plus tard qu'hier, j'apprends que c'est en fait le 45e président. Jusque-là, rien de grave. Sauf que 45 en numérologie, ça fait 9. On est dans une année 9. Manque plus qu'un 9 pour faire 3 fois 9. Bon, enfin bref. En plus, il a été surtout... non, qu'est-ce que je raconte? Il a été élu, je pense, le 9 novembre. C'est ça, non? Je suis pas des bêtises. Oui, oui. On est le 11, c'était il y a 2 jours, c'est ça. Donc c'était le 9. Donc voilà, c'était le 9. Donc il est on va dire, entre guillemets, le 9e président, numérologiquement en tout cas. Et dans une année 9, ça fait quand même beaucoup de 9. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai comme l'impression, mais ça, ce n'est qu'une supposition personnelle, j'ai l'impression qu'il va se faire éjecter. Je sais pas pourquoi. Et que les Américains et toute la Terre entière vont se faire vraiment avoir en disant, tiens, ouais, Trump, finalement, on est content, machin. Il va révéler des choses apparemment. Maintenant, il veut justement, comme par hasard, réouvrir, soi-disant, si c'est pas une rumeur, le dossier du 11 septembre.
encore une fois, il faut voir s'il n'y a pas que des rumeurs. Et bon, chose étonnante, je pense que ce type va je sais pas pourquoi, peut-être que je me trompe, hein, on verra bien dans quelques mois. Je pense qu'il va se faire éjecter, que c'est tout d'un coup Hillary qui va revenir. J'ai exactement le même ressenti en plus. C'est marrant. C'est affreux parce que quelque part, enfin c'est affreux, comme tu dis, hein, peste ou choléra, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va se faire de nouveau berner encore une fois, et comme d'habitude en fait, un peu près. Comme d'habitude. Mais voilà. Donc c'était mon avis, mais je pense que de toute façon. En tout cas, Miasme TV, donc la nouvelle chaîne des prophéties d'Alexis et de Solène, hein, parce que non. Solène a eu le même ressenti. On verra dans quelques mois. On pourra repasser la séquence si ça arrive. Il y a des rumeurs comme ça à gauche à droite sur Internet aussi. C'est pas pour ça que je m'en inspire. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai comme ressenti, mais il y a aussi déjà des vidéos qui commencent à circuler qui vont dans ce sens-là aussi. Donc voilà. Et Solène, apparemment, a le même ressenti. Toi, tu l'as vécu comment, Solène? C'était le choix entre la peste ou le choléra. Ouais, mais, lequel était la peste et lequel était le choléra en définitive? On n'a pas le vaccin. Hein. Ouais, ni pour l'un ni pour l'autre. Ok, bon ben voilà, je ferme la parenthèse. C'était merci pour avoir un petit peu ton point de vue sur ce fait d'actualité. Bon ben merci Alexis, puis à très bientôt. Une super bonne semaine. Salut à vous deux. Merci, ciao. Salut. Bon ben Solène, nous on va continuer cette petite grille qui est bientôt finie d'ailleurs. Donc il reste 2-3 émissions, dont une dont je vais parler juste après. Oui, c'est le live de BTLV, vendredi 18 à 21h. Voilà, donc on n'a pas encore l'invité. Non, ensuite, et après, le samedi. C'est samedi 19 novembre, le mystère de l'ordre du temple par Arcana, mystère du monde. Donc c'est niveau valeur. Voilà, donc Arcana hein, qui fait de la vulgarisation historique, un petit peu comme Olivier Burette qu'on vient de recevoir. J'en profite juste pour dire qu'au niveau des mystères de l'ordre du temple, j'ai posté cette semaine ma nouvelle causerie avec André Douzet sur le trésor des commanderies templières. Voilà, une nouvelle émission avec André à découvrir et qui est plutôt sympa avec encore des nouvelles révélations de la part d'André. Et pour finir la semaine, forcément, Miasme numéro 32, la semaine prochaine. Et une émission donc, que j'ai pas encore posté l'affiche, mais qui devrait paraître la semaine prochaine, donc ça sera soit samedi, soit dimanche, en fonction de mon temps. Eh bien, vous savez qu'on a eu un entretien avec Sylvano et Rock Soccer, donc je suis en plein montage, voilà, et ça devrait sortir le week-end prochain, et ça dépote. Voilà. J'ai que ça à dire, faut voir l'émission, ça dépote. Ok, bon, écoute Solène, on a fait le tour de nos émissions Web TV. Je te propose qu'on passe maintenant à l'agenda culturel donc de la semaine. Alors, je vais partager à nouveau l'écran. Donc, vous allez dans l'agenda 2016 et c'est la semaine du 14 au 20 novembre. Je commence par la première et puis après je te laisse faire le reste, d'accord? Okay. La première, l'émission. Donc Solène, on va continuer avec l'agenda du 14 au 20 novembre et on retrouve dans ces agendas forcément la mémoire de Ruisseau, hein, parce que c'est l'exposition qui est du 4 au 30 novembre sur les êtres de la nature dans les ruisseaux. Tu as eu le temps de la regarder, cette émission? Non, je n'ai pas encore eu le temps de la regarder. C'est dommage, elle va vraiment te plaire. Pour le coup, je l'ai même détaché hein, sur Miasme TV, vous allez dans la rubrique divers, et j'ai isolé l'émission pour ceux qui ne voudraient voir que cette interview qui dure un peu plus d'une demi-heure. Voilà. Alors ensuite, Solène, qu'est-ce qu'on a dans cet agenda? On a le lundi 14 novembre à 19h45, Notre corps, une exploration de l'infini, une conférence de Marc de Smet, Christophe André, Patrice Vincel, Aurélie Godefroy, Marie Vincel et Bertrand Vergely au Théâtre Saint-Georges à Paris. Voilà. C'est une conférence qui est organisée par un nouveau groupe que je ne connaissais pas, qui s'appelle Perspective. Et donc, ce sont les rencontres Perspective. Ouais.
Et visiblement, ils font régulièrement des conférences, donc c'est un groupe que l'on va suivre sur Miasme TV. Ensuite, Du 17 au 20 novembre, le 20e festival photo-animalière de la nature en Montagne Nord. Je connaissais pas du tout. ouais, bah écoute, moi non plus. C'est le 20e. Ouais, ça en plus, je suis sûr que c'est quelque chose qui doit te plaire. Festival de photo animalière, toi qui es fan de nature, etc. Et il y a tout un tas de conférenciers, dont, je fais un petit raccourci, dont monsieur Mathieu Ricard, qui sera le 19 novembre à 18h pour une conférence qui s'appelle Altruisme pour les générations futures. Voilà. Et donc, il y va dans le cadre de ce festival de Montier, de la photo animalière et de la nature. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous ? On a encore un festival du 18 au 21 novembre, la 17e édition Vive et Nature, à Lyon cette fois-ci. Bon, ben, un festival c'est bio. Un salon classique, bio, nature, bien-être, comme on en retrouve un peu partout. C'est ça. On en a un autre aussi à Poitiers, un peu plus tard, du 18 au 20 novembre. C'est le salon Respire la vie. Donc, on est dans la même thématique. Oui, c'est toujours un peu la même chose, ces salons. Ah, puis il y en a un troisième. Tu l'as sous les yeux, là ? Bien-être et nature ? Alors, du 18 au 20 novembre, les journées bien-être et nature de Toulon. Donc, toujours pareil, forme et bien-être, développement personnel, produits naturels, éco-habitat et art de vivre, et ce sera sur 3 jours, donc du 18 au 20 novembre. Donc, il y a des ateliers, des conférences, donc allez sur le site en cliquant sur l'image, et vous aurez le détail de ces conférences et ateliers. Ensuite... Donc cette fois-ci, c'est le 14e salon du livre maçonnique de Paris du 19 au 20 novembre. Donc là, je pense qu'il va y avoir du franc-mac. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Mais voilà, bon, pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, c'est l'Obédience de Paris qui organise ce salon du livre maçonnique. Et ça se passe à la Bellevilloise. Ensuite, nous avons Patricia Daré. Donc vendredi 18 novembre à 20h, n'ayez pas peur de la vie avec Patricia Daré à Lyon encore une fois. Témoignage de vie et dédicace à 20h. Voilà. Patricia Daré qui était passée sur le live BTLV gratuit à 18h il y a plusieurs mois de ça, qui était plutôt sympa. Et enfin, la semaine du 14 au 20 novembre, si vous n'aviez pas mis un peu d'argent de côté, ça va être un peu tard pour s'y mettre. C'est le séjour initiatique de Franck Athème. C'est ça ? Oui, à La Réunion. Du 20 au 30 novembre. Donc oui, à mon avis, là, je pense que c'est un peu tard pour les rejoindre. Quoique, si vous avez et du temps et de l'argent, c'est le moment d'aller faire un tour à Saint-Gilles-les-Bains. Bon, mais écoute, c'est bien, cet agenda de la semaine prochaine était plutôt complet. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe de suite à la revue de presse et le grand retour de Valerio qui nous a préparé sa nouvelle chronique qu'il a enregistrée. Allez, on retrouve Valerio maintenant. Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle chronique magazine, amis et chers téléspectateurs, web spectateurs de Miasme TV. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle présentation de magazine comme tous les mois, comme on essaye tous les débuts de mois. On est déjà le 11 novembre à l'heure où j'enregistre cette chronique. On va parler aujourd'hui d'un nouveau magazine qui n'a pas été une seule fois encore présenté sur Miasme TV. On va parler d'un magazine un petit peu spécial, vous allez le voir puisque vous le voyez sous vos yeux. D'ailleurs, on va parler du numéro 19 des secrets. Alors du magazine qui s'intitule
Les Secrets de la Loge, le magazine de la franc-maçonnerie. C'est un magazine un petit peu particulier parce que on va vraiment s'attaquer à la franc-maçonnerie. Dans ce magazine, on va parler que de ça, quasiment que de ça, bien évidemment. Vous allez voir qu'on va on va faire référence à des intervenants qui ont été déjà dans une web TV très connue sur Miasme TV. Et vous le savez, comme d'habitude, hein, parce que vous connaissez peut-être pas cette chronique, le but d'un magazine, c'est pas de vous raconter ce qu'il y a dedans dans son ampleur, c'est de voir comment se présente le magazine, qu'est-ce qu'il nous raconte, est-ce que c'est plutôt bien fait ou est-ce que c'est plutôt nul, hein, autant être direct tout de suite. C'est le magazine du coup numéro 19 et c'est un trimestriel qui paraît entre le 18 de octobre à janvier 2017. Au prix de 8 €, hein, 8 €, bon ça va. Il fait à peu près une centaine de pages. Et je le disais tout à l'heure, c'est un magazine un petit peu que vous avez sous les yeux, que vous avez juste là en image, en un peu plus gros. C'est un magazine qui est un petit peu particulier dans le sens où, effectivement, on parle que de la franc-maçonnerie ou quasiment que de ça. Dans le sens où, en fait, on va nous expliquer pas mal de choses. Alors, c'est un magazine, il faut vraiment le lire en entier si vous voulez apprendre énormément de choses sur la franc-maçonnerie et qui a fait quoi pour la franc-maçonnerie. Qui a fait quoi contre la franc-maçonnerie, bien évidemment. C'est un magazine où on apprend beaucoup de choses, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup d'informations qui circulent, énormément d'informations sur l'histoire notamment, et c'est aussi un magazine où n'hésitez pas à vous munir d'un dictionnaire, hein, parce que moi parfois quand je lisais, j'étais en mode what the fuck, c'est quoi ce mot? J'ai jamais entendu. J'étais en mode, mais c'est quoi ces mots et tout. Du coup, j'avais à côté de moi, j'avais pas un dictionnaire papier, hein, j'avais ma page Google. Ah, un mot que je connais pas, tac tac tac, je tapais, tac tac tac, et ça m'est arrivé 5 ou 6 fois, hein, je vais pas vous mentir, donc 5 ou 6 fois en 100 pages, c'est déjà pas mal, je trouve. Et c'est un magazine, si vous voulez prendre des informations et des notes, vous arrêtez plus. Du coup, vous voyez, hein, là, j'ai pas mal de notes, et encore, ça c'est un condensé de ce que j'avais pris avant comme note, hein. C'est-à-dire qu'après, j'ai fait un tri, je me suis dit, faut pas que la chronique, elle fasse 40 minutes, donc on essaye d'aller à l'essentiel. On va donc partir, hein, vous l'avez vu, installation pour la chronique magazine de Miasme TV. Regardez, installation, tripode là, le bras d'articulation là, la caméra là, une autre caméra devant moi. C'est exceptionnel les moyens dont on fait preuve, hein, c'est oh là là. Et donc on va partir donc sur ce magazine Les Secrets de la Loge, le magazine de la franc-maçonnerie. Alors on l'ouvre, c'est un magazine d'un format assez petit. On va prendre un magazine de type A4. Hein. Donc là, c'était le gamer, hein, que j'avais fait sur ma chaîne. On va le mettre à côté. Vous allez voir. Voilà, c'est un magazine assez petit, assez compact. Mais plutôt de bonne facture, hein, assez épais, les pages sont assez épais, la couverture est assez épaisse, c'est pas en dessous pas de votre gueule, hein, clairement. Plutôt qualité, hein, au niveau touché, moi j'ai beaucoup aimé. Alors même si là il y a des trucs arrachés, mais ça c'est parce que j'ai fait des bêtises, hein. Mais bref, alors on va l'ouvrir et on retrouve. Alors moi ça m'a fait assez rire, hein, puisque vous le savez, je suis abonné BTLV et on retrouve tout de suite là une pub pour BTLV, la seule radio TV qui s'autorise tous les sujets. Donc on l'ouvre, on a cette pub là, donc qui m'a fait un petit peu rire, avec un édito, blablabla. Donc on nous écrit ce que c'est l'anti-maçonnerie vite fait, l'anti-maçonnisme et compagnie. Donc il faut le lire, hein, clairement. Et puis on arrive au sommaire. Le sommaire, donc on a. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en 100 pages, en une centaine de pages à peu près, ce magazine ne va pas, comme dans certains magazines que je vous ai déjà présentés, faire un gros sujet et 15 petits sujets à côté. En fait, ce magazine-là vous va faire. Alors effectivement, j'en ai pas parlé avant, mais vous le voyez à l'écran. Il y a un sujet majeur, donc de l'antimaçonnisme à l'antijudaïsme, dont on va parler, et des sujets secondaires. 3 sujets secondaires qui sont très intéressants, dont on va un petit peu moins parler, dont, notamment avec Balzac, la survivance de l'âne dans la philosophie païenne, et la fin des vampires
et la quête du sang. Alors moi, je vais vous parler un peu de tout ça, de presque tout ça. Vous avez le magazine sous les yeux. On va également montrer comment se présente le magazine. Je vais tourner les pages. C'est pour ça qu'il y a une deuxième caméra et que c'est plutôt pratique, hein. Donc on va vous parler des thèmes et ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai trouvé. Alors, on ouvre ce magazine comme ça. Alors là, on a vraiment en titre, là, vous pouvez pas voir à terre. Hein. Là, vous êtes sûr que c'est un truc qu'on va parler franc-maçonnerie. Hein, je veux dire, avec tout ça et le titre là, de l'anti-maçonnisme à l'anti-judaïsme, c'est le sujet qui m'a le plus interpellé, puisque c'est vrai que on apprend pas mal de choses. J'ai vraiment appris beaucoup de choses en lisant ce sujet-là, notamment sur l'histoire et sur l'histoire des mots également, ou sur l'interprétation des mots qu'on a dans le monde. Alors cette histoire-là, c'est très simple. On va nous commencer à nous parler de la création de la franc-maçonnerie. Si vous avez le pape Clément XII, hein, qui va pas être très sympa avec les francs-maçons, clairement. Ça, je vous invite à lire. Hein. Je vous dis clairement, je ne veux pas vous dire ce qui est dit, mais on nous parle. Donc, on va commencer par nous parler donc de la création de la franc-maçonnerie et tout de suite, hein, on va partir quasiment tout de suite avec les problèmes que la franc-maçonnerie va avoir dans son histoire. Vous voyez, une histoire de la Révolution française. On va également parler de la conquête de le pseudo-complot de la franc-maçonnerie sur la Révolution française. Voilà, je mélange un peu les mots, mais on y arrive au final. On va nous parler de ça. Alors ça, c'est un sujet, l'antimaçonnisme à l'antijudaïsme, qui va nous prendre une quarantaine de pages, et vous allez le voir. On va nous parler également donc des complots. On va également, quand je vous parlais de l'interprétation des mots, nous parler du mot complot. C'est vrai qu'aujourd'hui il est devenu très néfaste, mais il n'a pas toujours été néfaste, ce mot, et c'est d'ailleurs une interprétation de notre société d'aujourd'hui qui fait qu'en fait il est néfaste. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de complot, effectivement, c'est tout de suite très très néfaste, alors que c'est un mot seul qui n'est pas vraiment néfaste en fait. C'est juste la façon de voir les choses qui le rend néfaste, tout simplement. Et quand, du coup, je reviens à mon sujet, on va donc parcourir ce sujet-là. On va ici, Jacques de Molay, hein, un templier qui avait prédit quelques catastrophes s'il venait à mourir. On va nous parler donc des templiers, de l'histoire de la franc-maçonnerie, de sa création à de nos jours, très succinctement, hein, mais des différents rapports que les gens pensent que la franc-maçonnerie. Alors, on va nous parler des templiers, donc, parce que beaucoup de gens pensent que la franc-maçonnerie et les templiers sont liés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dans l'histoire, on va voir ça. On va nous parler également des Solemanati, ou plus exactement des Illuminés de Bavière, qui a été créé par Adam Weishaupt. Alors que vous avez là, alors excusez-moi, le nom de famille là, le Weishaupt, un truc imprononçable, de type, voilà. On va également nous parler de sa création des Illuminés de Bavière, plus couramment appelés les Illuminati. On va également nous parler pourquoi on pense que la franc-maçonnerie domine le monde et quels sont ses objectifs. Pourquoi on va parler du coup de complot, parce que c'est vrai que les gens... Alors après, effectivement, il y a peut-être des gens qui vont absolument pas croire ce que je vais dire. Moi, je raconte ce que ce magazine dit. Ce magazine dit, forcément, ce magazine va, comme c'est le magazine de la franc-maçonnerie, ils vont défendre la franc-maçonnerie. Vous allez bien croire que ce magazine de la franc-maçonnerie ne va pas dire oui, nous sommes liés à tous les complots du monde et nous sommes fautifs. Non, ce magazine a pour but de se défendre et à raconter une histoire. Alors, est-ce qu'elle est vraie ou pas? J'en sais rien. En tout cas, c'est intéressant, ça se lit bien, c'est très prenant dans son histoire et c'est très très bien raconté. Après, à vous de voir. Donc on va nous parler de ça, on va nous parler donc de son impact, hein, on va même parler de son peut-être impact dans la Révolution française. Et tout un tas de choses, donc on va aller de Léo Taxil, on va aller... en fait, ça part de 700 à 1700, et on va traverser toute l'histoire des complots, des pseudo-complots franc-maçonniques, Illuminati, et tout ça lié au judaïsme, donc au complot judéo-maçonnique, à travers l'histoire, dont on va tourner les pages comme ça. Voilà, on va parler également avec Émile Zola, hein, présent, et qui est là d'ailleurs. Et je ne vais pas tourner toutes les pages, hein. On a également l'affaire Dreyfus, hein, à laquelle on va nous parler de ça, et du rapport
aux francs-maçons. Et vous avez Himmler, Himmler qui est là. Donc ça va loin, ça va très très loin. C'est vraiment, ça dure à peu près une quarantaine de pages dans mes souvenirs. Et c'est costaud, c'est costaud. Voilà. Globalement, on va nous expliquer que bon, il y a pas mal de mensonges, de calomnies et de préjugés, qu'aujourd'hui, le problème étant que bien, on mélange beaucoup de choses, le judaïsme, le maçonnisme, les mots complots, l'histoire en elle-même, et que c'est vrai que la franc-maçonnerie a eu beaucoup d'ennemis. Je parlais du pape, je parlais là j'ai un trou de mémoire là. J'ai un trou de mémoire, mais bref, Adam Ivanso, qui va créer les Illuminati de Bavière en recrutant des gens au gradé chez les francs-maçons, mais pas que, dans tous les gouvernements, à droite à gauche, dans d'autres sociétés dites secrètes, pour créer les Illuminati de Bavière, qui sont censés avoir disparu. Et avec tout ça, ça dure une quarantaine de pages et on nous explique comment on va de l'antimaçonnisme à l'antijudaïsme pour pas arriver à un complot un complot judéo-maçonnique. Ensuite, nous avons également Balzac. Alors Balzac, c'est une belle histoire. Balzac qui n'a jamais été maçon, mais on va parler de son influence pour la maçonnerie. Et il y a un petit mot de Jacques Sergent qui a écrit 2 articles. Il a écrit celui-ci et La fin des vampires, les quêtes du sang à la fin de ce magazine. Jacques Sergent qui était un intervenant chez BTLV, vous l'avez peut-être connu ou pas. En tout cas, écoutez ses interventions, elles sont vraiment, c'est un mec vraiment top. Donc on parlait de Balzac et la franc-maçonnerie. Il y a un petit mot à la fin de cet article. Alors attendez, parce que j'ai pas fait de marque-page malheureusement, alors qu'on voit cette page, regardez, ça c'est une présentation d'une initiation maçonnique au 19e siècle, c'est plutôt joli. C'est un bouquin où il y a quand même pas mal de photos, pas mal d'images qui vous représentent les choses. Si vous ne connaissez pas, Balzac, je pense que tout le monde connaît, mais là par exemple le rite initiatique, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, si vous ne connaissez pas certains personnages, c'est un bouquin qui vous met à chaque fois la petite photo, la petite image. Alors je dis un bouquin, un magazine, la petite image qui va bien. Alors là, par contre, il faut que je retrouve. Voilà, c'est ici. Je cite donc Jacques Sergent. Selon les critères d'aujourd'hui, j'ose écrire qu'il aurait mérité d'être maçon. Il aurait tant apporté à la franc-maçonnerie ou à la maçonnerie tout court. C'est une vingtaine de pages qui est écrit sur lui. Moi, ça m'a vraiment pas mal. Enfin, en fait, on apprend énormément de choses. C'est dingue. On apprend de tout et c'est vraiment complet en fait. Et ça va pas. Ça va au plus efficace. Après c'est le principe d'un magazine, c'est-à-dire on va pas faire des éloges pendant 3 heures, on parle d'un truc. J'ai eu il y a eu un passage où on explique clairement, c'était par exemple dans le passage de l'antimaçonnisme à l'antijudaïsme, par rapport au rite machin, que c'était pas le moment d'en discuter, donc on est passé à un autre sujet. Ça m'a fait un petit peu sourire comment ça avait été écrit. Ensuite, les amis, on va nous parler donc du 3e sujet, la survivance de l'âme dans la philosophie païenne. Intéressez-vous à ça, c'est un sujet, notamment Platon, un sujet très connu. Si vous vous intéressez au mystère, au magazine d'information Mystère Inexpliqué et compagnie, c'est vrai que c'est un sujet très connu, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et on va repartir du coup sur la quête de l'âme. Là, alors attendez, parce que là il faut la fin des vampires et la quête du sang. Alors, de Jacques Sergent de nouveau. Alors, bien sûr, ne vous imaginez pas le vampire tel que Dracula, bien évidemment. Mais je vous laisse lire ça. Lisez-le, c'est un des articles après le premier, le plus intéressant à mon sens, La fin des vampires et la quête du sang. Ça parle notamment de notre société d'aujourd'hui, clairement. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à lire. Encore une fois, c'est très bien écrit, c'est très bien représenté. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien les images parce qu'il y a du reflet, mais c'est vraiment. Et puis là, en plus, c'est un truc court, donc ça parle plus court. Parle de vampirisme. Voilà. Et ensuite, on en termine là
à lire absolument. On parle des vampires, donc ça, voilà, on parle de Jacques Sergent de nouveau. Mais où est donc passé le Moyen-Âge, le récentisme, et on arrive à la fin de ce magazine. Voilà, c'était la présentation des Secrets de la Loge, numéro 19, trimestriel, le magazine de la franc-maçonnerie. J'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas, si vous découvrez ce magazine, à l'acheter, à le lire, même si vous êtes franc-maçon ou si vous croyez au complot franc-maçonnique ou judéo-maçonnique ou tout ce que vous voulez, ou même au judéo-atlantiste, au complot judéo-atlantiste, parce qu'on en parle également dans ce magazine. Je vous invite à le lire et à écouter la version des faits, tout simplement, de la franc-maçonnerie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette chronique. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao tout le monde. Donc voilà, c'était la chronique de Valerio sur le secret des loges de l'anti-maçonnique à l'anti-judaïsme. Et j'en profite pour recevoir Pascal Fechner. Salut Pascal. Bonjour Antoine, bonjour Solène. Salut. Bon, mais Pascal, donc tu commences à devenir un habitué, hein, c'était il y a 2 semaines. Tu vois, j'ai enlevé la cravate maintenant, je viens même avec une casquette, donc je commence à me sentir chez moi là. C'est chouette. Non, ça nous va très très bien. Donc, cette semaine, tu es venu nous parler de ceci. De ceci, voilà, exactement. Voilà. Alors, on va peut-être nous rétorquer, ouais, mais attends, il y a Sylvano qu'on a parlé il y a 3 semaines. Pourquoi est-ce qu'on en reparle ? Parce que tu as un point de vue différent, toi, sur ce livre-là, hein, découverte au Boussegui par Radio Cinamar. Et moi, je trouvais intéressant d'avoir 2 avis un petit peu différents l'un de l'autre. Et donc, toi, le livre, t'as pas trop accroché finalement. C'est pas tout à fait ça, je dois être honnête, c'est un très bon livre, avec un style qui n'est pas exceptionnel, hein, c'est pas de la grande littérature, mais à la rigueur, ça c'est pas trop ce qui est important. Mais c'est un livre bien écrit dans sa structure, qui raconte une belle histoire, mais à mon sens, qui raconte une histoire. Il faut bien comprendre que déjà, Radu Cinamar, c'est un pseudonyme, donc ça déjà, c'est une première chose. Je vais pas spoiler le livre, hein, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais pas le raconter en détail, mais moi, c'est vrai que je suis allé vers ce livre un petit peu sur la signature de Christelle Seval, qui pour moi est un très bon professionnel du domaine, qui a une analyse sur l'exopolitique à laquelle j'adhère complètement. Hein, c'est quand même lui qui a écrit Contact et Impact. C'est lui aussi, à travers sa maison d'édition, qui a fait découvrir Mauro Biglino en France. Bon, ah oui, l'un des 2 premiers. Un des 2 premiers, donc pour moi, c'est quand même quelqu'un qui compte dans le domaine. Enfin, c'est quelqu'un que j'écoute et qui, en général, me semble assez posé et assez sérieux dans son travail. Et c'est vrai que j'y suis allé un petit peu avec la fleur au fusil, on va dire franchement les choses, puisqu'en plus, dès la préface, Christelle Seval annonce qu'il a fait des vérifications et que tout ce qui est dans ce livre est viable, donc on peut y aller. Bon, donc j'y suis allé sans précaution, on dira, sans filtre, et c'est vrai qu'au final, ce livre me fait penser à beaucoup d'autres livres. Je pense par exemple à Pénétration d'Ingo Swann, ou même au 0,01% de Mark O'Byrne, mais au final, ce livre est beaucoup trop imprécis sur ce qu'il énonce, et il est beaucoup trop énorme dans les révélations qu'il fait pour qu'on puisse réellement prendre la chose au sérieux et pouvoir s'appuyer sur ce livre pour avancer dans le domaine. Voilà, et ça me gêne énormément. Si c'est vendu comme un roman, c'est très très bon, mais vendu comme quelque chose de totalement véridique, là ça me pose problème quand même. D'accord, c'est le fait finalement que ça soit pas suffisamment étayé. Ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Les principaux protagonistes sont des pseudos. L'écrivain lui-même utilise un pseudo, soi-disant pour protéger, parce qu'il a peur pour sa vie, si jamais on apprenait. Il y a beaucoup de clichés. Les francs-maçons sont les méchants de l'histoire. Encore une fois, on est sur une histoire bien construite, hein. On a un héros qui a des capacités psy, qui tout petit est pris dans une cellule spéciale en Roumanie pour développer ses capacités psy. On a même un Chinois dans l'histoire. Enfin, c'est vraiment très bien construit. C'est une belle histoire, mais vraiment, je le redis, je ne comprends pas le positionnement de Christelle Seval sur ce livre-là, et encore moins, je dirais, le positionnement de Daniel Hoffnung, qui a fait l'introduction de ce livre, qui est quand même ingénieur, et qui concrètement s'appuie sur des choses qui sont extrêmement fragiles pour pouvoir annoncer, écoutez, l'histoire est vraie, puisque sur ce point-là, ça tient la route, et sur ce point-là, ça tient la route.
Moi, je dis c'est très, très, très léger quand même. Ok. Donc, roman, oui, tu conseilles. Livre d'histoire, on va dire. Ça manque de preuves. J'ai du mal, je pense pas que ça fasse avancer les choses de façon constructive, puisque c'est un livre que n'importe quel débunker pourra prendre et exposer en 2 secondes et demie. Hein. Enfin, je veux dire, les choses sont vraiment cousues de fil blanc. Je parle même pas du final, qui est vraiment un final hollywoodien. Un final hollywoodien qui, en plus, nous amène gentiment à la suite du livre, qui nous laisse un petit peu bouche bée, et en disant, bon, bah, si vous voulez la suite, il va falloir acheter le 2e livre. Le pire dans l'histoire, Antoine, c'est que le 2e livre, je vais sûrement l'acheter, mais je vais l'acheter en tant que suite d'un roman qui m'a plu, mais absolument pas pour chercher des infos sur une vérité, sur ce qu'on a pu découvrir en Roumanie. Mais attention, et c'est là où c'est bien fait aussi, je pense qu'en Roumanie, il y a réellement des choses qui ont été découvertes, qui sont à découvrir, et suite à la désillusion que j'ai eue sur ce livre, j'attends d'autant plus avec impatience le documentaire de Daimian pour avoir son point de vue à lui, qui à mon avis sera quand même très différent des thèmes qui sont abordés par Sinamar. Voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. Le docu de Daimian, L'autre terre des dieux, se base à peu près sur la même histoire. Il se base sur le même lieu géographique. Maintenant, sur l'histoire elle-même, encore une fois, je ne veux pas spoiler l'histoire, mais Sinamar nous embarque vraiment très loin. On n'est pas loin de... Enfin, c'est énorme ce qu'il raconte. Voilà. C'est énorme. Je ne sais pas dans la suite, parce que sur la suite, il va faire les liens entre la Roumanie et l'Égypte. C'est un petit peu facile aussi, quand même. Enfin, je veux dire, c'est des sujets qui sont presque bateaux, je dirais. Voilà, encore une fois, je ne dis pas que je ne vais pas l'acheter, je vais sûrement l'acheter. Mais je le prendrai un petit peu comme un prix Blitzky quand on lit la trilogie Château des millions d'années, Marteau de Thor, Club Uranium. Ça me plaît beaucoup, mais quand c'est du prix Blitzky, je sais que c'est un roman qui est bien écrit parce que c'est un historien. Là, le gars se fait plaisir, mais nous embarque réellement dans quelque chose qui n'est pas bien construit. Ok. En tout cas, pour les abonnés BTLV ou pour ceux qui étaient présents vendredi en direct, Bob a reçu Christelle Seval et Daniel Hoffnung pour parler de ce livre. Je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter, mais du coup, je vais m'y intéresser d'un peu plus près. Avant de lire le livre, j'en suis à la 3e page, donc pour l'instant, je n'ai pas d'avis sur le... Mais encore une fois, c'est un bon roman. Je ne reviens pas sur les qualités narratives. Je l'ai lu en 2 jours, c'est-à-dire que c'est un livre, quand on commence, il y a beaucoup de mal à le lâcher, parce que c'est quand même très sympa en termes de littérature, mais j'aime bien lire des romans, il n'y a pas de problème, mais c'est comme tout, j'aime bien savoir ce qu'on m'annonce. Si on m'annonce un roman, je lis un roman. Si on m'annonce un travail documentaire, je m'attends à un travail documentaire étayé, argumenté, avec quand même des précautions oratoires que n'ont absolument pas pris Christelle Seval et Daniel Hoffnung. Ah ouais, j'ai l'impression d'ailleurs que Daniel Hoffnung s'est fait complètement embarquer par cette histoire. Bon, je crois qu'on a compris le fond de ton propos, et c'est vrai que c'est peut-être plus prudent de le prendre au moins comme un roman, et puis après passer nos prochaines vacances en Roumanie pour enquêter sur le terrain. Hein. Pourquoi pas, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-bas, effectivement. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du Rob Charroux High School début décembre? Bon, Rob Charroux High School, alors, j'aime bien l'affiche que tu as dans ton bureau, je la regarde tout le temps parce que c'est un de mes films préférés, The Visit and Alien Encounter. Je trouve que c'est un film qui n'a pas rencontré son public, mais il le rencontrera un jour. Et ben là, c'est Hollywood qui s'est un peu emparé du sujet exopolitique. Qu'est-ce qui se passerait en cas de contact? Avec ce fameux film, Premier Contact, qui sort. Moi, dès que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ce qui serait génial, parce que je pense que c'est un film qui soulève beaucoup de questions, des questions intelligentes. Je pense que c'est un film spectacle, mais qui va vraiment soulever des vraies questions, des vraies interrogations. Moi, je me suis dit, ce serait bien, à la projection de ce film, de pouvoir à la suite organiser un débat sur l'exopolitique avec les gens qui ont vu le film, à chaud, pour pouvoir vraiment construire sur la qualité intrinsèque du film. On a réussi à le faire, ça va se passer le 15 décembre, dans un cinéma des Bouches-du-Rhône. Alors ce ne sera pas à Marseille, ce sera à Marignane. Je suis vraiment très content de pouvoir le faire, surtout que c'est le premier événement qu'on va faire dans ce cinéma-là.
J'espère qu'on aura du monde. Là, je suis en train de travailler pour chercher un intervenant de qualité, puisque bon, concrètement, c'est un débat que je pourrais animer, mais j'aimerais bien qu'il y ait une vraie valeur ajoutée avec un intervenant de qualité. Donc là, je suis en train de le chercher. Mais quoi qu'il en soit, on aura une projection et un débat sur un film qui, à mon avis, nous fait ressortir avec beaucoup de questions toujours réponses. Ouais, t'avais déjà fait ça avec The Visit, hein, il me semble. Ouais, on avait réussi à le faire. Alors, il faut savoir que Marseille avait été la deuxième ville de France en nombre de projections de ce film, puisque The Visit avait eu une approche un petit peu particulière dans la mesure où le diffuseur avait proposé aux gens qui voulaient le voir de faire la demande plutôt que de le diffuser de façon massive. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais vraiment dit à tous les organisateurs de repas ufologie, voilà, là on a une vraie occasion d'utiliser notre force de frappe et de pouvoir faire diffuser le film. Bon, ça n'avait pas été un succès. En tout cas, sur Marseille, on avait réussi à le faire et ça avait été une vraie fierté parce que, encore une fois, ce film fait partie de mon top 3 des films ufologiques, on va dire. D'accord. Ouais. On avait réussi effectivement, nous, avec Margré, à faire aussi la même chose sur Rouen, mais ça n'avait pas forcément attiré non plus beaucoup de gens, malheureusement. Je ne dis pas qu'on avait fait 200 personnes, hein, mais bon, puis tu le sais, c'est un film un peu clivant dans le sens où on adore ou on déteste, voilà, hein, tout simplement. C'est exactement ça. Et pour le coup, moi, je n'ai pas super accroché au film. Mais bon, on pourra en discuter ensemble. Oui, ça, tu sais que là-dessus... Ok. Bon, mais très 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 bien comme annonce. Donc ça se passe le 15 décembre, c'est un jeudi. Hein, encore une fois, on aura une belle tête d'affiche. De toute façon, je ne peux pas encore donner de nom puisque les choses ne sont pas établies, mais encore une fois, je ne souhaite pas animer ce débat seul. Je veux pouvoir capitaliser sur un beau nom de l'ufologie pour pouvoir avoir un débat riche et passionnant. Ok. Bah écoute, dès que tu as la fiche de l'événement. C'est Alex Esco qui va s'en occuper, comme d'habitude, hein, qui va nous faire un très joli graphisme, une très jolie affiche. Donc, ça là-dessus, je ne suis pas du tout inquiet. Il est bien, c'est Alex. Il est bien. Il fait vraiment des trucs super bien. Ok. Bon, mais Pascal, on te remercie. Écoute, merci à toi, Antoine. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on s'est habitué à voir Pascal toutes les 2 semaines. Alors, hein, je ne sais pas ce que tu fais dans 2 semaines, Pascal, mais si tu as un nouveau livre à nous présenter, c'est avec plaisir qu'on t'accueille. Ça pourrait être possible, effectivement, que j'ai quelque chose à vous présenter. Je sais que moi, les livres, c'est ma bouffée d'oxygène. Donc, j'essaie de lire beaucoup, de ne pas trop regarder la télé. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, il y a des belles lectures à présenter, effectivement. C'est chouette. Puis, tu vois, si en plus tu as un but, comme ça motive pour finir les livres au bon moment. Bon, écoute, avec un très grand plaisir. Eh bien, écoute, c'est d'accord, le rendez-vous est pris dans 2 semaines. Ok, bon, écoute. On est arrivé au bout de notre émission. Hervé ne sera pas là ce soir parce qu'il est en plein préparatif. C'est la semaine dernière, il nous a parlé d'un film documentaire qu'il était en train de tourner, donc il est en plein préparatif de ce film documentaire. Donc on devrait le revoir la semaine prochaine, logiquement, on verra. Et moi j'étais content de passer la soirée avec vous. Solène, je te remercie. Et puis on a été heureux aussi de te revoir. Hein. Avec une connexion qui tient jusqu'au bout. Ouais, sans problème de connexion. La semaine dernière, c'était galère. Hein. Bon, je te salue, Pascal. À bientôt et puis passez une très bonne semaine. À très bientôt. À plus.